La tendance du manger sain, c'est le thème de notre émission ce mois-ci. Bonjour à tous et bienvenue dans Business Woman. Au programme ce mois-ci, la tendance du manger sain. Avec moi sur ce plateau pour en discuter, Camille Azoulay, la cofondatrice de Funky Veggie. Bonjour Camille. Bonjour. Et Delphine Dubois, la cofondatrice des Trois Chouettes. Bonjour. Mesdames, on a scrollé votre compte Instagram. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la réponse en images. Elle, c'est Camille Azoulay. Végétarienne, Camille est persuadée que l'on peut associer le bien manger à la gourmandise. Forte de cette conviction, elle fonde avec Adrien de Castille Funky Veggie. Comme son nom l'indique, cette marque propose des produits gourmands composés d'ingrédients d'origine 100% naturelle et végétale. Sans sucre ajouté, sans colorant, sans conservateur, naturellement sans gluten. Le produit phare, c'est la boule déclinée depuis en cœur de boule. L'objectif de Camille et Adrien, se faire une place dans les rayonnages surbondés des supermarchés. Pari osé, mais pari gagné pour le duo qui a réussi à imposer ses snacks aux côtés des mastodontes Mars ou Twix. À l'ère du manger sain, on peut balayer la concurrence d'un revers de main et affirmer qu'en 2019, 2 cœurs de boule coupe faim. Alors Camille, est-ce qu'on a tout bon dans cette bio? Est-ce qu'on a bien résumé votre activité? Exactement, c'est ce qu'on fait. On a depuis lancé des produits salés, des snacks pour l'apéro qui s'appellent l'apéro boule. L'apéro boule. Et on a fait une vidéo très drôle d'ailleurs pour le lancement. Et l'idée, c'est notre nouveau rayon, donc l'apéritif, et on va continuer avec d'autres rayons. Allez, je vous propose qu'on passe à la bio de Delphine. Le jour où Delphine Dubois a découvert que les cornichons en pot étaient made in India, elle s'est lancé un défi, réinventer le condiment à la française. Avec sa belle-sœur Élodie Germain, elle crée les Trois Chouettes. Ces pickles, réalisés à partir de produits bio et locaux, proposent une nouvelle façon de consommer les légumes. Carottes, choux-fleurs, concombres, betteraves, Delphine et Élodie offrent une nouvelle jeunesse aux condiments traditionnels et réinventent nos assiettes. Épicerie fine, mais aussi magasins bio, les Trois Chouettes sont partout, offline et online, avec en ligne de mire des consommateurs en quête de sens. Parce que manger, c'est bien, mais manger sain, c'est mieux. Alors Delphine, je vois que vous êtes aussi venue les mains pleines. Exactement, donc je suis venue avec quelques pots de pickles. C'est la première gamme qu'on a développée et qui est l'alternative qu'on souhaite proposer aux consommateurs, alternative au cornichon qui vient à 85% d'Inde. Donc c'est vraiment notre mission, c'est réinventer le condiment. On a lancé récemment une gamme de ketchup, de légumes, pleine de couleurs. Et on a également des mezzés pour réinventer les salades bowls, qui plairaient à Camille d'ailleurs, en tant que végétarienne. Voilà. Comme vous l'aurez compris, c'est un plateau très très gourmand. La tendance du manger sain, c'est le sujet de notre débat aujourd'hui. Manger sain, c'est mieux, mais pour certains, ça veut aussi dire manger plus cher. Alors, est-ce que la tendance du manger sain, c'est un sujet bourgeois? Catégoriquement, non. Pourquoi? Parce que manger sain, pour moi, dans un premier temps, c'est manger bon et se faire plaisir. Après, c'est ce qu'on y met dedans et c'est pas forcément des choses qui coûtent cher. Voilà ma réponse assez catégorique. Qu'en penses-tu? T'es d'accord avec ça, Camille? Oui, je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus tellement un choix. Et dans tous les cas, si on ne mange pas sain, le prix après coup est bien plus élevé. Parce que ça a un impact direct sur notre santé et aussi sur la planète. C'est un sujet qui nous concerne tous aujourd'hui et on le voit bien en grande distribution, les gens sont à la recherche de naturel et de transparence. Et ça concerne tout le monde. Il y a une autre idée reçue autour du manger sain, c'est souvent on se dit que manger sain, c'est pas du tout gourmand. Je crois que vous aimez bien toutes les deux démonter un peu ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là? Il y a eu une première vague qui était pas forcément très sexy autour du manger sain et qu'aujourd'hui, toutes les marques et beaucoup de produits se mettent à du naturel et de la transparence tout en gardant la gourmandise parce qu'on prend tous conscience qu'en fait, on ne peut pas faire évoluer nos modes d'alimentation si on ne garde pas cet argument essentiel qui est se faire plaisir. En fait, moi, je pense qu'on ne peut pas avoir de changement durable si la gourmandise et le plaisir ne sont pas au rendez-vous. Vous délivrez, chacune de vous, beaucoup de recettes aussi. Alors vous, beaucoup de recettes sucrées, vous, beaucoup d'assiettes de bowls. Vous pensez que les gens ont besoin d'être accompagnés? Sur la pédagogie, je pense qu'en effet, il y en a beaucoup à faire. Surtout parce qu'on a été assaillis pendant des années et des années par 50 milliards de messages sur ce qu'on mangeait. Et on a cru ce qu'il y avait écrit sur les paquets.
Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une méfiance de folie parce qu'on ne peut pas faire confiance à ce qui est écrit sur les paquets, d'où la montée de toutes les applis qui permettent de scanner les produits. Et donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire pour décrypter le vrai du faux et dire, voilà, ça c'est sain, ça c'est OK, ça c'est pas OK, mais il faut que vous ne soyez pas dépendant d'un outil, d'une appli ou autre, mais que vous puissiez vous-même comprendre en quoi c'est bon ou pas et pourquoi est-ce que ça peut-être bon pour vous mais pas pour la personne à côté, etc. Donc oui, il y a vraiment, il faut prendre les gens par la main et il faut montrer que c'est une partie de plaisir et que c'est pas si compliqué que ça. Pour manger sain, faut se faire plaisir, certes. Manger bio et local, je pense que c'est une manière d'avoir de la transparence sur le produit qu'on consomme, se reconnecter véritablement à la terre. Et ensuite, si c'est des produits transformés, peut-être faire confiance en gardant un esprit critique à des applis comme Yuka ou même ScanUp qui donnent un petit peu le niveau de transformation des produits. Parce que voilà, on peut acheter du bio, mais si c'est ultra transformé derrière, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de... Voilà, et je pense que c'est une manière de résumer un petit peu les choses. On parlait de transformation des produits, il n'y a rien de plus sain aussi que de prendre le produit brut, de le cuisiner chez soi. Si on devait aller à l'étape d'après, on prend un produit bio, local, on le cuisine chez soi. Je pense que l'acte de résistance numéro 1 aujourd'hui, c'est prendre sa planche de cuisine et cuisiner. Ouais. Qu'est-ce que les consommateurs, vous qui les voyez quotidiennement, questionnent le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est le prix, la traçabilité ou la qualité? Il y a un manque de confiance globale. Qui est dû aussi notamment à des scandales alimentaires, Lactalis, Spandero, etc. Des polémiques et autres. Et manque de confiance globale, et malgré même certains labels, le bio, les consommateurs ont sans cesse besoin d'être rassurés. Et comment on fait pour ça? Je dirais que des jeunes marques comme nous, déjà on essaye d'avoir de vrais engagements, c'est-à-dire d'inscrire le bio, le local, le recours au circuit court, la rémunération en direct auprès du producteur, et même la production au sein de notre atelier comme quelque chose de garanti. On essaye de rendre cette démarche complètement transparente au travers des étiquettes, au travers de notre site internet, au travers de nos fils Instagram pour rassurer le consommateur. Et enfin, c'est encore mieux quand on peut parler de cette démarche-là dans des émissions comme les vôtres. C'est encore mieux quand les partenaires distributeurs nous aident à relayer cette démarche et se font vraiment les acteurs de la transition alimentaire, en fait, pour vraiment proposer des alternatives qui soient vraiment les plus saines, les meilleures, et qui reconnectent le consommateur à ce qu'il consomme. Après, le nerf de la guerre, pour nous, c'est le terrain. Donc, c'est faire des dégustations de magasins, s'assurer aller à la rencontre du consommateur, en fait. Exactement, mais même aller à la rencontre du caissier. En fait, nous, on voit vraiment un avant et un après quand on a pris le temps de parler avec les équipes d'un Franprix, par exemple, de faire goûter le produit aux personnes en caisse. Voilà. Elles jouent le jeu, les équipes, dans les filiales de grande distribution? Est-ce que les filiales de grande distribution elles-mêmes jouent le jeu de la transition alimentaire, de la transparence? Je pense qu'elles jouent le jeu, mais au-delà de tout ce que nous, on peut mettre en place à notre petite échelle, je pense que les politiques ont un rôle à jouer, il est clair. On attend quand même de la part de notre président des engagements forts pour une transition écologique. J'ajoute les institutions européennes qui rediscutent sans cesse le cahier des charges de la bio. Toutes ces choses sont fondamentales pour, in fine, rassurer le consommateur et tirer l'ensemble de la filière agroalimentaire vers le haut, en fait. Voilà, casser les lobbies quand ceux-ci ont trop de pouvoir. Voilà, tout ça doit compléter une approche terrain, comme tu le disais, une approche un peu de militantisme et bienveillant et positif qu'on essaye de mener à notre échelle. Merci pour ce débat, mesdames, merci beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la Minute Réseau. Se former pour réussir, tel est le message de BGE, Réseau national d'appui à l'entrepreneuriat, qui aide chaque année plus de 27 000 entrepreneurs à développer leur entreprise, dont près de 13 000 femmes. Alors se former, oui, mais sur quoi et comment ? On ne naît pas entrepreneur, on le devient, quel que soit l'âge, le profil, le niveau de formation. Il y a des compétences et des aptitudes clés pour être entrepreneur. Gestion, stratégie commerciale, communication numérique, les domaines sont nombreux.
Pour vous accompagner dans votre réflexion, BGE vous propose un premier point d'étape, un bilan pour analyser vos atouts, vos réussites, mais aussi vos difficultés, avant d'établir un plan d'action sur mesure. Les rendez-vous et les formations s'adaptent ensuite à votre rythme, à vos besoins. Entretien individuel, formation collective, en ligne ou en direct, vous bénéficiez d'un parcours à la carte. Toujours avec un travail concret sur votre activité, des mises en situation permanentes qui vous permettent de voir un impact rapide sur le développement de votre activité. Alors n'attendez plus. Camille et Delphine, comme chacune de nos invitées qui passent sur ce plateau, vous n'êtes pas venues les mains vides, vous êtes venues avec un message. Camille, je crois que vous êtes venue avec un coup de gueule. Coup de gueule. Coup de gueule, oui. Alors mon coup de gueule, c'est l'algorithme d'Instagram. Parce qu'aujourd'hui, en fait, pour être vu sur Instagram, c'est un peu comme sur Facebook, petit à petit ça s'est installé. Il faut payer, en fait, pour apparaître dans les feeds des gens. C'était pas le cas il y a quelques années. Nous, quand on a commencé, aujourd'hui, on a une communauté de 45 000 personnes. Or, sur ces 45 000 personnes, il y a très peu de personnes. Il y en a peut-être, je sais pas, 1000, 2000, qui regardent nos posts, qui voient nos posts passer, parce que l'algorithme d'Instagram, mais bon, c'est le même que Facebook aujourd'hui, ne nous pousse pas. Et aujourd'hui, Instagram devient un réseau social qui est payant. C'est pour ça que, par exemple, il y a une marque qui s'appelle Lush, que vous connaissez peut-être, qui fait des cosmétiques zéro déchet, qui a décidé, je crois, aujourd'hui de supprimer au Royaume-Uni ses comptes Instagram, Facebook, Twitter, en disant, voilà, c'est fini, on en a marre de payer pour montrer nos posts. Et je ne trouve pas ça normal du tout. Et je me demande quel est le futur réseau social qui va résoudre ce problème. Merci beaucoup Camille pour ce coup de gueule. Alors Delphine, je crois que vous êtes aussi venue avec un coup de quelque chose. Coup de gueule, coup de cœur, que je partage avec vous aujourd'hui. Coup de gueule, c'est en regardant très récemment un reportage qui s'appelle L'Empire de l'or rouge. J'ai découvert que les produits qu'on achetait, les sauces tomates, les ketchup, les concentrés de tomates, j'ai découvert que les tomates qui étaient dedans venaient en fait de Chine. Là où très souvent, quand je regarde le packaging, je me dis ça vient d'Italie, il y a un super drapeau conditionné en Italie. Voilà, mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc là, je dis un coup de gueule parce que j'aimerais bien qu'on soit un tout petit peu plus transparent avec moi quand je vais faire mes courses. Et ça m'amène à passer un coup de cœur pour terminer positivement. Le coup de cœur va à tous les producteurs avec lesquels on travaille, Xavier, Aurélien, Fabien et tous les autres producteurs avec qui nous travaillons dans le cadre des coopératives bio. Voilà, c'est des belles rencontres et ça fait vivre le local. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Merci pour votre prise de parole. Voilà, Businesswoman, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à commenter et partager cette émission, disponible sur Facebook et sur YouTube. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur le plateau de Businesswoman.